t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, ce fut une victoire sans éclat pour Ursula von der Leyen au Parlement européen. Beaucoup de ceux qui l'ont soutenue lors du vote de défiance l'ont fait sans enthousiasme, simplement pour éviter une crise. Le défi de la présidente de la Commission est désormais de faire avancer son programme avec une majorité fragile et face à une opposition galvanisée. Et avec des affrontements à venir autour du prochain budget à long terme, ainsi qu'une guerre commerciale imminente avec les États-Unis, la pression ne fait que croître. Alors von der Leyen sera-t-elle à la hauteur ? Et la hausse des flux migratoires en provenance de Libye que connaît actuellement la Grèce pourrait bien devenir la crise estivale de l'Union européenne. La semaine dernière, sur la seule île de Crète, près de 500 migrants arrivaient chaque jour. Athènes a annoncé des mesures plus strictes, suspendant les demandes d'asile pendant 3 mois. Cette décision fait suite à un incident diplomatique à Benghazi où une délégation de l'Union européenne a été expulsée de Libye par le gouvernement dit d'union nationale. Alors Bruxelles souhaite la coopération de la Libye, mais comment traiter avec un État en déliquescence ? Alors pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alex Cardier, journaliste pour TVP World. Bonjour Alex. Bonjour. Majdoulin Sbaï, eurodéputé au groupe des Verts. Bonjour Majdoulin. Bonjour. Et Jérôme Quéré, délégué général de Confrontation Europe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors merci à vous trois de nous avoir rejoints. Avant de commencer notre débat, je vous propose de jeter un coup d'œil à la nouvelle réalité politique à Bruxelles. On écoute. En apparence, c'était une bonne journée pour Ursula von der Leyen. Une solide majorité des députés européens lui ont renouvelé leur confiance. Mais pour obtenir ce résultat, la démocrate chrétienne allemande a dû dépenser un important capital politique et faire des concessions aux socialistes et démocrates pour les garder à ses côtés. Cette fois, cela a fonctionné. Mais ses alliés de centre-gauche ont clairement indiqué qu'à l'avenir, ils attendent d'elle qu'elle respecte les politiques convenues, notamment en matière de climat. Une orientation qui place von der Leyen de plus en plus en porte-à-faux avec son propre parti, le Parti populaire européen, dirigé par son rival Manfred Weber. Les observateurs à Bruxelles s'attendent à des discussions animées sur les objectifs d'émissions pour 2040, ainsi qu'à des négociations budgétaires laborieuses dans les mois à venir. La question est, jusqu'où les choses peuvent-elles se compliquer ? Alors justement, jusqu'où les choses vont se compliquer ? Majdoulin, je me tourne vers vous. Votre groupe a largement voté contre la motion de censure, donc ça veut dire pour le soutien à von der Leyen. Alors justement, où est-ce qu'on va ? Alors, je dirais pas qu'on a voté pour le soutien à Ursula von der Leyen. On a voté contre une motion de censure qui venait de l'extrême droite, qui n'a de cesse d'attaquer nos institutions. Et pour nous, dans un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, fragiliser les institutions européennes serait la pire des choses. Nous avons aussi été médusés du discours d'Ursula von der Leyen, mais encore plus du leader de la droite européenne, parce que la réponse apportée à cette motion de censure, pour nous, elle n'était pas à la hauteur. C'est-à-dire, au lieu de prendre des engagements politique pour construire une majorité pro-européenne avec tous les progressistes sur les grands enjeux qui sont ceux du moment, bien sûr l'écologie en premier lieu, eh bien nous avons eu droit à du discours lancinant de justification qui finalement sur le sujet, parce que je rappelle c'était le Pfizergate, donc le fait qu'il y ait eu des accords qui étaient noués avec une industrie. Enfin, c'était majoritairement sur le Pfizergate. Il y avait aussi d'autres sujets, mais c'est sur ce sujet qu'elle s'est le plus étendue. Il y a derrière ce sujet, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de respect de nos institutions, de respect de la conformité réglementaire sur lequel elle s'est justifiée sans vraiment en faire cas. Sauf que l'extrême droite européenne aujourd'hui est aussi attaquée sur des affaires qui la concernent. Et donc, pour moi, il était important de rappeler qu'il fallait respecter l'éthique, se battre contre les lobbies et surtout avoir des politiques d'investissement et de construction d'une confiance dans l'Europe importante qui faisait la part belle, comme je le dis, aux progressistes et aux pro-européens et pas à l'extrême droite européenne, comme l'a fait la droite européenne. Ce vote de défiance, et je me tourne vers vous, Jérôme, est-ce qu'il a renforcé ou affaibli von der Leyen ?
Je pense qu'on le savait tous qu'il n'y avait aucun risque de passer favorablement. Par contre, ça a permis aux différents groupes de se positionner par rapport à leur confiance ou leur absence de confiance face à Ursula von der Leyen. On vient de l'entendre de la part d'une représentante des Verts. Mais c'est pas les seuls, en effet. Il faut savoir que la coalition, c'est pas avec les conservateurs, malgré ce que laissent penser certains discours de la droite européenne. On peut pas faire sans les socialistes, on peut pas faire sans Renaissance au Parlement européen dans cette coalition. Et pour le think tank que je représente en tout cas, il est préférable de s'appuyer sur les Verts que sur les conservateurs, même si, bien sûr, ils ne font pas partie de la coalition. Oui, mais on vous entend, les Verts n'ont pas donné un soutien réel, puisque justement, vous parliez des critiques justement de von der Leyen. Donc, les alliés de von der Leyen, ils sont où aujourd'hui, Alex ? Ils seront dans son groupe, mais je vais revenir un peu sur ce qu'on a dit, cette idée de on soutient, mais pas vraiment, c'est binaire, c'est l'un ou l'autre. Soit les partis de la coalition décident que c'est trop et on en arrête là, soit elle a gagné. Il n'y a pas vraiment d'option, surtout si on prend ça d'une perspective du citoyen européen qui passe peut-être un peu moins de temps que nous à regarder ces affaires en détail. C'est très clair que peut-être affaibli, peut-être ça risque d'être un peu plus compliqué, mais fondamentalement, je ne sais pas, je me tourne vers vous, s'il y a un énorme appétit à gauche ou chez les Verts de vraiment changer les choses, de vraiment mettre en pression, sous pression von der Leyen dans un contexte avec les États-Unis comme on sait, avec la Chine comme on sait, où on ne peut pas vraiment se permettre d'être en train de remuer le bateau comme ça. Justement, Majdouline, vous auriez pu aussi vous abstenir finalement, parce que là vous êtes en train de nous dire on la soutient mais on la critique. En fait, on attendait des engagements. Vous parliez du soutien des Verts. Les voix des écologistes ont été indispensables au moment de son élection à la tête de la Commission européenne. Elles ont été nécessaires. Mais c'était un soutien à condition en prenant en compte nos préoccupations politiques que nous pensons être l'intérêt général de l'Europe, notamment en matière de Green Deal, de relance économique, etc. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous a déçus, y compris dans sa prestation, et encore plus dans celle du leader de la droite européenne, quand il a répondu à cette motion de censure, c'est le fait qu'ils ont continué à donner... Alors, Ursula von der Leyen s'est justifiée très longuement en remettant quelque part en question les interrogations en matière d'éthique, et le leader du PPE, lui, il a donné des gages à l'extrême droite, encore une fois. Il a continué à nourrir ceux qui sont en train de détruire nos institutions. On ne veut plus de ce système. Ils veulent faire alliance avec l'extrême droite, qu'ils le disent une bonne fois pour toutes. Nous ne serons pas de cette alliance. Nous défendons une alliance des progressistes et des pro-européens qui défendent l'intérêt général et pas des intérêts extérieurs à l'Union européenne, comme le font les faux patriotes européens. Alors justement, pour revenir un peu à von der Leyen, le point de friction le plus important, ça a été... dans sa coalition, concerne en partie l'action climatique. Elle a reculé sur certaines politiques au nom de la compétitivité économique. On l'a vu aussi dans le budget, il y a un fonds aujourd'hui de compétitivité économique. Et aussi de cette lutte contre la bureaucratie, ce qu'on appelle l'omnibus, tout ça. Quelle est donc sa prochaine stratégie selon vous ? Où est-ce qu'elle veut aller en fait ? Parce que ce n'est pas toujours très compréhensible avec elle. Alors justement, elle aurait pu être la présidente de la commission qui a réussi à faire progresser le sujet climatique avec ce pacte vert. Dans son précédent mandat, elle a incarné cela, malgré le fait qu'elle vient de droite et on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit le groupe politique qui le pousse le plus. Oui. Et elle est en train de détricoter beaucoup de ces sujets. C'est pas juste à la marge un petit peu, c'est quand même beaucoup. L'omnibus, c'est pas le seul, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, certes, il y a besoin de simplification. Personne ne peut dire nous sommes pour une complexification, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, il faut pas arriver avec un bulldozer et passer outre certaines spécificités parce qu'il y a des domaines économiques qui se sont aussi construits, qui sont en progression grâce au pacte vert. Parce que c'est un changement aussi dans notre économie. Et si on fait du recul comme ça, sans discontinuer, il y a aussi pans de l'économie qui vont être en difficulté. Et ça, on va les refaire plus tard parce qu'en fait, on recule pour mieux sauter. Donc en fait, on va aller vers cette transition écologique. Elle est indispensable. Et donc il faut aussi penser égoïstement en termes d'économie et pas juste pour les valeurs parce que si on veut convaincre aussi plus à droite que la droite, il faut parler de ça. Si je comprends bien, ça sera un peu une stratégie, je dirais, au cas par cas avec... un programme qui rassure sa coalition à elle, et puis chercher des majorités. En fait, ça va être ça, chercher des majorités, en gros. Ça a toujours été, on s'adapte au moment politique dans lequel on est. Il n'y a
pas de projet clair, en tout cas de ce que je vois, à long terme. Il n'y a pas de vision von der Leyen pour 2040. Moi, j'ai pas de clarté là-dessus. Vous parlez de son premier mandat. C'était l'été de Greta Thunberg. C'était la vague Thunberg. On était tous en train de parler du climat. Von der Leyen arrive. Je vais être la présidente pro-climat. Maintenant, il y a une vague d'extrême droite en Europe, donc elle se dit il faut peut-être que je m'adapte, que je change, bon voilà, le climat, on va pas trop se déranger avec ça. Il faut quand même qu'on parle beaucoup de l'armée, de la défense, des militaires, et que ça, de la migration. Il faut faire en sorte que Madame Meloni soit contente en Italie. Mais l'avantage, et là où je suis pas forcément d'accord avec vous sur ce vote, Madame von der Leyen essaye d'attirer les électeurs d'extrême droite, et quand elle se fait attaquer par l'extrême droite, est protégée par la coalition, par la gauche, par les Verts et par les autres. Pour moi, c'est un coup de maître politique. Bon, certes, ça va être un peu compliqué, et j'ai vu que les socialistes ont dit c'est l'absolument dernière chance. Est-ce que c'est pas jamais. Est-ce que c'est pas un peu d'opportunisme politique C'est un piège terrible qui est tendu par l'extrême droite européenne. Et moi, je les connais bien parce que j'ai siégé avec Marine Le Pen au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais à une certaine époque. Et je peux vous assurer qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils leur tendent un piège en les faisant venir sur leur sujet, en étant eux-mêmes, la droite européenne, des meilleurs défenseurs quasiment des questions de politique sécuritaire, migratoire, etc. Ils font des alliances avec eux. À la fin, ils ne votent pas le budget du Parlement, notamment. Ils créent les conditions pour qu'il y ait une défiance vis-à-vis des institutions. Et à la fin, c'est eux qui vont récolter les fruits. Et en prenant aussi des responsabilités au niveau européen, ils s'achètent une respectabilité, une légitimité qui fait qu'ils seront vus comme en capacité de gouverner pour l'avenir. Pour moi, ils leur tendent un piège terrible. À chaque fois, ce piège se referme sur eux dans différents votes, on l'a vu. Et puis, à la fin, ils reviennent vers nous, vous avez raison, en nous faisant un chantage à notre adhésion et notre conviction européenne. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'au début, dans mes propos, je le disais clairement, ça n'est pas un soutien. C'est juste, nous sommes les plus responsables dans cette Assemblée et nous ne voulons pas voir les institutions européennes s'effondrer. Alors, je passe à un autre grand sujet qui a été très important cette semaine, c'est la présentation des plans pour le nouveau budget de la Commission, enfin pour l'Union européenne, et qu'on appelle le MFF dans le jargon européen. Donc, le nouveau budget 2028-2034, on passe de 1,21 trillion à 2 trillions. Donc, c'est énorme. Comment la jugez-vous cette proposition? On en reparlera après, mais déjà, une première réaction, Jérôme. Alors l'augmentation du budget, elle est nécessaire puisqu'on a de plus en plus d'ambition pour l'Union européenne, même y compris des citoyens, pas uniquement la Commission européenne ou tel État. Les citoyens ont plus d'attentes envers l'Union européenne et la scène géopolitique a changé. C'est sûr qu'en matière de défense, on en parlait il y a quelques secondes, il y a plus d'attentes de la part de l'Union européenne alors qu'il y a quelques années, beaucoup moins. Donc là-dessus, il faut qu'on crante l'augmentation du budget. Après, une fois qu'on a augmenté, il faut regarder dans le détail. Et là, on a augmenté le budget dans son ensemble, on diminue pour la PAC. Et la politique agricole commune, il ne faut pas y toucher pour des Français. Oui. Voilà, on est Français pour d'autres autour de cette aussi. table. Ouais. Pour d'autres aussi. Et c'est assez surprenant alors que l'Allemagne était prête à ce qu'on ne touche pas au montant de la PAC. Et donc là, aller à l'encontre de la France, et alors que l'Allemagne avait accepté qu'on ne touche pas à cette enveloppe, c'est assez surprenant. Et il y a aussi des fusions de certains fonds, toujours sous le prétexte de simplification. Encore une fois, très bien si on simplifie. C'est pas sûr qu'à l'arrivée, ceux qui demandent les subventions ou les prêts, etc., ce soit plus simple pour eux à voir. Parce qu'il y a aussi, quand on fusionne des fonds, plus de flou. C'est pas toujours lisible. Où est-ce qu'on enlève de l'argent quand on en enlève? On ne sait plus quand c'est un pot commun. Alors, pour en savoir plus sur la politique des négociations budgétaires et sur leur direction future, nous avons parlé à Alexei Jones, qui est expert en droit européen et international au Centre européen de gestion des politiques de développement. Et voici ce qu'il nous a dit, on l'écoute. The MFF is all about compromise and concessions. Le cadre financier pluriannuel repose sur des compromis et des concessions, pas seulement sur des chiffres, mais aussi sur des priorités et une structure. Il existe actuellement un large consensus en faveur d'un renforcement des investissements dans la défense, ce qui orientera clairement les discussions dans ce sens, même si d'autres priorités restent importantes. Traditionnellement, certains États membres sont très attachés au fonds de cohésion et à la politique agricole, qui représentent les deux principaux postes de dépenses du budget européen. Il est donc probable que ces affrontements persistent. Areas of the EU budget, so it's very likely that these battles will continue to be fought. And in that context, I think one risk. Dans ce contexte, le risque est que des coupes de dernière minute soient effectuées dans les domaines les moins défendus. L'action extérieure a souvent été une cible facile, mais cette fois-ci, ce serait une erreur stratégique. An area where easy cuts have been made, and I think that would be a strategic mistake this time around.
Alors Majdouline, je me tourne vers vous comme eurodéputé. Vous aurez la responsabilité difficile de voter le budget européen. Déjà, votre première réaction sur cette proposition ? Alors, je vais insister sur un point parce qu'on n'a pas tous les détails. Vous avez dit qu'il y a des fusions de lignes budgétaires, ce qui crée une difficile lisibilité aujourd'hui. Mais il y a cette attaque sur la politique agricole commune. Que veut-on ? Que veut Ursula von der Leyen ? Elle veut, avec le Mercosur, plus ce budget. Alors juste, je rappelle, c'est vraiment une fusion entre la PAC et les fonds de cohésion pour qu'on se rende compte à peu près de ce qui a changé. Oui. Donc mais ça crée une inquiétude à ce stade qui va devenir une vraie, je pense, opposition, puisque aujourd'hui, nos agriculteurs vont forcément se mobiliser et on sera à leur côté dans cette mobilisation. Et en fait, ça revient au point que nous avons abordé précédemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut ? Faire accroître la défiance contre les institutions européennes ? Dire, on augmente la défense, mais on va réduire le soutien à nos agriculteurs alors qu'ils en ont besoin. En plus, on verse des larmes de crocodile quand ils se mobilisent. On dit à quel point les paysans et les paysannes, les fermes, les infrastructures qui nous nourrissent sont importantes. Et ensuite, on fait des annonces comme celle-là où finalement, on va dire, les armes, ça ne se mange pas en fait. Et les gens qui aujourd'hui, et vous le savez, et je pense qu'ici tout le monde le sait, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, c'est la profession qui se suicide le plus, qui est le plus en souffrance dans notre société. Moi, je trouve que c'est impossible d'aller avec ce budget face aux citoyens. Il y a quand même eu, dans la présentation de ce budget, on a entendu Ursula von der Leyen dire que c'est un budget plus large, plus flexible, même plus rationnel et plus lisible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on est quand même très 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 loin du budget final. C'est quand même une danse, on va passer quelques années à avoir des débats sur des panels, on va en parler longtemps. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer entre cette proposition de la Commission qui a été pas très bien organisée, il faut le dire. C'était une journée assez étrange où la Commission a pris des heures. Alors pour les journalistes, ça a été très compliqué parce que ça a été décalé, il y avait des conférences. Oui, mais je pense que nos téléspectateurs sont très contents. Si c'est compliqué pour les journalistes, ils sont très contents. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un manque de coordination, de transparence. On avait vraiment l'impression que c'était un peu fait à la va-vite à la dernière minute. Ce qui n'est pas très rassurant pour un budget de cette taille. Les priorités vont changer et comme on l'a dit avant, la réalité politique d'ici 2 ans ne sera pas la même. Donc je pense qu'il y aura des changements, il y aura des choses qui vont bouger assez rapidement. C'est clair, on a vu des réactions. L'Allemagne commence à se poser des questions. Les Néerlandais, peut-être, on n'est pas très surpris, ne sont pas hyper enthousiasmés par la taille du budget. L'augmentation, oui. Après, de l'autre côté, moi je travaille pour une chaîne polonaise. Les Polonais sont plutôt contents parce que ça va un peu rééquilibré dans leur perspective, mais c'est vrai qu'on manque de détails. Clairement, on n'a pas le budget final et je pense que ça risque d'être de beaucoup changer. Après, je suis désolé, je me tourne encore vers vous. Est-ce qu'on va pouvoir bloquer ça ? Parce qu'on dit qu'il y aura des changements, mais la réalité politique ne changera pas. Donc je pense qu'elle a quand même assez de pouvoir pour décider à quoi ressemblera ce budget. Juste me tourne vers Jérôme parce que on parle de ce budget qui va être difficile, mais qu'est-ce qui va être difficile ? C'est quoi les grandes batailles qui sont à prévoir pour les 2 prochaines années ? Alors, c'est déjà bataille avec les États membres, parce que c'est les États membres qui sortent le plus gros chèque. Donc, même si le Parlement a bien sûr toute sa place dans le débat, mais c'est les États membres qu'il faut convaincre. Et là-dessus, pour l'instant, on est loin du compte, notamment sur la politique agricole commune. Ça, c'est vraiment le chantier. Donc, même si chaque État membre n'est pas sur la même longueur d'onde, entre guillemets, tout le monde n'a pas les mêmes priorités en matière agricole, mais quand tu as un grand État en termes de population comme la France, c'est l'une des grosses priorités. Ça va être très difficile à faire avaler cette pilule. Mais si on rétablit un peu le budget de la PAC, ça veut dire qu'on prend ailleurs. Donc si on prend ailleurs, on prend sur la défense. Et là, c'est quand même le sujet du moment. Dire en pleine crise avec la Russie, tout compte fait, on revient sur nos ambitions en matière de défense. C'est quoi le message ? Après tous ces épisodes qu'on a vécu avec Donald Trump et l'OTAN, si on ne se renforce pas en matière de défense, c'est compliqué. On a besoin de cette autonomie stratégique, même si on ne va pas être complètement indépendant, complètement autonome, mais on doit renforcer le pilier européen de
l'OTAN. Et donc si on ne met pas de l'argent sur la table, on n'est pas cohérent avec nos discours. Et les Ukrainiens attendent beaucoup de nous. Et en face, Vladimir Poutine agit en fonction de nos réactions. Donc si on est tiède, lui va aller encore plus loin. Si on réagit plus fort, il y a plus de chances qu'il n'aille pas aussi loin. Et c'est pareil, on va en discuter plus tard sur les guerres commerciales. Donc ça reste des choix cornéliens. C'est-à-dire que garder un budget à l'identique sur politique de cohésion agricole, etc., et en même temps renforcer les dépenses en matière de défense, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Et c'est ces choix qui vont être très difficiles parce qu'il y a une majorité fragile au Parlement européen, parce qu'y compris au sein du Conseil, dans les États membres, il n'y a pas de majorité de pays d'une couleur politique. Il y a les extrêmes droites qui ont eu beaucoup d'influence sur différents gouvernements, même s'ils ne sont pas forcément gouvernements. Si je peux réagir là-dessus, je pense que c'est important de dire que, évidemment, que dans le contexte, la question de la défense est stratégique. Mais un arsenal de défense, ça n'est pas que des armes. Et aujourd'hui, la capitulation, et on le sait, elle se fait aussi dans le cœur des citoyennes et des citoyens européens. C'est-à-dire qu'à un moment, si nos démocraties sont fragilisées parce qu'il y a une défiance, on perdra quoi qu'il arrive. Et on sait à quel point aujourd'hui nous avons aussi des organisations politiques dans nos pays qui sont les défenseurs d'intérêts étrangers. Je pense notamment aux patriotes. Et donc pour moi, la guerre, elle se fait pas que sur le terrain de la dissuasion militaire, elle se fait aussi dans la capacité de restaurer une confiance forte. Et si on attaque les budgets européens qui servent dans la vie quotidienne des Français et en particulier aux professions les plus exposées et aux métiers les plus stratégiques que sont l'agriculture, mais je pense aussi à toute la relance économique qui avait été annoncée et qui n'est pas au rendez-vous dans ce budget, eh bien à ce moment-là, on perdra de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut une vraie cohérence et je suis d'accord qu'il y aura un processus de débat et de négociation et que probablement on a mis le curseur à cet endroit pour obtenir un compromis qui sera à un autre endroit, mais je pense que ces annonces sont dangereuses. L'autre chose que je dirais, c'est que si j'étais Donald Trump, je ne le suis pas, mais si j'étais dans l'équipe de Donald Trump et je regarde Bruxelles et je regarde... Bon, je ne pense pas qu'ils vont porter une orientation très détaillée sur le MFF, c'est quand même un peu compliqué. Mais au niveau des grandes lignes, l'Europe, moins intéressée par le climat, plus intéressée par la défense et soutiennent leurs agriculteurs moins, quelque chose qui énerve les Américains, je dirais, oh, ok, ils pourraient que l'Europe se dirige dans une direction un peu plus favorable, on peut peut-être commencer à travailler avec eux. Donc il y a quand même un aspect diplomatique. Comme j'ai dit, on n'y est pas du tout, on est à 1 an, 2 ans du budget final. Mais c'est vrai que ça remonte, il y a des priorités diplomatiques aussi. Alors, choisir ses priorités, je le comprends bien. C'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour le prochain débat. À tout de suite, merci. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors le gouvernement grec fait face à une recrudescence des flux migratoires en provenance de Libye, ce qui submerge les autorités locales et pousse Athènes à suspendre les demandes d'asile et à placer les migrants en détention administrative. Alors l'objectif du gouvernement est de dissuader les personnes se trouvant en Libye d'entreprendre la traversée maritime qui, on le sait, est périlleuse. Mais pour cela, il faut la coopération des Libyens. C'est ce qu'une délégation de l'Union européenne tentait d'obtenir lorsqu'elle a été expulsée du pays par le chef du gouvernement d'union nationale en raison de différends protocolaires. Alors je me tourne vers vous, Majdouline, ça soulève une question fondamentale. La Libye est-elle véritablement un partenaire sérieux pour l'Union européenne ? Alors, on sait ce qui se passe en Libye aujourd'hui, c'est documenté par les ONG, notamment Amnesty International. On sait que des milices privées sont utilisées pour cantonner, surveiller les associations, mais aussi bien sûr les migrants qui sont victimes de violences. On a de nombreux reportages, de nombreuses informations qui nous reviennent. Et donc, on considère aujourd'hui que c'est un effet évidemment de la politique sécuritaire aux frontières de l'Europe et que cet effet il est toujours le même, plus de morts, plus de victimes et nourrir des gouvernements qui ne peuvent pas être des alliés vu comment elles répriment aujourd'hui des personnes et des associations qui les défendent. Alors Jérôme, justement, le gouvernement italien s'inquiète de l'expansion de l'influence russe en Libye via des livraisons d'armes et même une base navale à Tobrouk. Quel est le danger si la Russie consolide sa présence en Libye ?
Alors en effet, il faut voir la question migratoire pas uniquement en termes de flux de personnes, ce qui est un peu désagréable comme mot d'ailleurs, mais c'est un ensemble. Donc il y a la situation politique du pays, comment on fait pour renforcer, pas forcément le gouvernement en place, mais un pouvoir qui puisse nous assurer un allié avec qui on puisse compter, plutôt que d'avoir des accords bilatéraux entre des pays de l'Union européenne et ces pays qui ne sont pas très sûrs. En termes de droits humains, c'est pas ce qui est la meilleure chose à faire. C'est un pays coupé en deux. Exactement, entre l'Est et l'Ouest. Rivaux. Voilà, et c'est à l'Est, en effet, qu'il y a cette nouvelle route migratoire. Et donc c'est important aussi de garder des liens avec l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'ingérences étrangères russes en Afrique. On a vu que les positions françaises ont été très affaiblies. On a complètement laissé le terrain. Alors il n'y a pas que la France qui doit agir, au contraire, bien sûr, on doit agir en tant qu'Européens, mais il est grand temps que l'Union européenne coordonne les différentes actions des États membres pour agir sur cette question de désinformation et d'ingérence étrangère. C'est quelque chose qui touche tous les pans de la société et qui ont une incidence aussi sur la question. Alors Alex, justement, est-ce qu'il y a vraiment une menace réelle aujourd'hui qui pèse sur la sécurité européenne en Libye et en Méditerranée orientale? Oui. Tout simplement. Même réponse. Oui pour cette question. Et votre première question, je suis un peu moins diplomatique que ma collègue eurodéputée. On ne peut pas compter sur la Libye. Clairement, on ne peut pas compter sur la sécurité des frontières libyennes, sur la côte libyenne. On ne peut pas se contenter de on va avoir des missions diplomatiques, on va essayer de leur parler, de négocier, de leur donner de l'argent, parce que ça ne marchera pas. La migration est un outil de guerre hybride russe. On le sait, c'est très clair, ça a toujours été comme ça a été comme ça depuis des années. On a vu ça en Biélorussie avec la frontière polonaise, on voit ça en Libye. Les Néerlandais sont dans un espèce de combat diplomatique avec les Marocains pour des histoires de retour de personnes dans les prisons néerlandaises. La France et l'Algérie, depuis des mois, sont dans une crise diplomatique. On n'est pas rendu. Je pense qu'il y a un potentiel énorme d'une crise. Et pas que en Grèce, pas que en Italie, c'est toujours les premiers. Et en 2015, on a vu, ça ira, c'est Lampedusa, c'est un peu loin. Et clairement, c'était la crise du moment. Je dirais même plus, l'Union européenne a perdu un État membre à cause de ça. Donc, c'est clairement, le potentiel est énorme. Il y a aussi une différence politique dans ces pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui maintenant seront beaucoup moins tolérants de ce que leur demande Bruxelles au niveau des frontières. Il n'y a plus le tabou Schengen. Il n'existe plus. Dans les semaines passées, la Pologne, la Lituanie et l'Allemagne ferment leurs frontières ou mettent des contrôles aux frontières. Alors justement, les organisations de défense des droits humains comme Amnesty International ne partagent pas l'analyse des gouvernements grecs et italiens. Nous avov parlé à Olivia Sundberg-Diez, responsable du plaidoyer de l'Union européenne sur les questions de migration et d'asile pour Amnesty International, basée à Bruxelles, pour recueillir son point de vue. Voici ce qu'elle nous a déclaré. On l'écoute. La première chose à souligner, c'est que les arrivées dans l'Union européenne ont en réalité nettement diminué et continuent de baisser. Le nombre d'arrivées dans l'UE diminue régulièrement depuis 3 ans, et nous sommes très loin des niveaux observés en 2015 par exemple. Parler de crise dans ce contexte est donc trompeur, voire dangereux, étant donné que les arrivées sont tout à fait gérables et qu'elles sont en baisse. Il est absurde que des États comme la Grèce prétendent être si mal préparés ou si incapables de faire face à des hausses ponctuelles qu'ils se sentent obligés de violer le droit international. La suspension du droit d'asile constitue clairement une violation du droit international, tout comme la suspension de la protection contre le refoulement, qui enfreint à la fois le droit international et le droit européen. Il est donc absurde de prétendre que de telles mesures soient nécessaires. Alors on l'entend là justement Olivia parler de mesures absurdes du gouvernement grec. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme ? Alors, je reviens déjà sur le terme du nombre de personnes qui entrent sur le territoire européen. En effet, par exemple, il y a plus de personnes depuis l'est de la Libye, moins de personnes depuis la Tunisie. Et donc après, il faut prendre tout ça en compte. Par contre, c'est pas les mêmes pays. Il y a moins de personnes qui viennent de la Tunisie vers l'Italie. Par contre, il y a plus de l'est de la Libye vers la Grèce. Et là, c'est que la route migratoire se concentre plus sur la Grèce. Et là où il faut nuancer le propos qui vient d'être tenu, c'est que pour le gouvernement grec, il est plus difficile. On leur a demandé une politique d'austérité, certes, il y a quand même pas mal d'années, mais il y a encore des répercussions aujourd'hui sur la fonction publique en Grèce. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas respecter les droits humains ? Non, bien entendu que non. Pour autant, il faut reconnaître la difficulté des autorités grecques. Et pour ça, normalement, le pacte asile et migration qui a été voté à la fin du dernier mandat d'Ursula von der Leyen devait permettre d'éviter ce genre de situation, devait permettre une solidarité entre États membres. Là, le temps qu'on mette en place ce pacte asile-immigration, déjà, le Danemark, qui a la présidence du Conseil, veut le rechanger. Reconnaître justement la difficulté pour le gouvernement grec, c'est ça ce que vous dites, c'est ce qu'il faut faire aussi ?
Parce que... Moi, de mon point de vue, il y a un premier problème de fond, c'est la vaste hypocrisie dans laquelle on est sur la question migratoire, et ça a été très bien décrit par Amnesty International, puisque nous le savons, un vieillissement de la population européenne. Nous savons que même en Italie, on a réouvert 500 000 visas pour des migrants parce qu'il y a un solde migratoire qui le nécessite. On sait que l'avenir sera celui de nouvelles migrations pour des besoins de travail, pour des besoins européens. Et donc, finalement, là, on installe une politique sécuritaire où on externalise nos frontières sans aucun respect des droits humains dans des conditions catastrophiques où la Méditerranée se transforme en cimetière. Ça n'a aucun sens. Et sur les conditions d'accueil, oui, il y a un pas de géant à faire, mais ça demande un changement dans la posture politique qui doit admettre que non, l'immigration n'est pas un problème sécuritaire pour l'Europe. Posture politique sur la migration, c'est sur cette note que nous pouvons clore ce débat. Comme toujours, vous retrouverez les dernières informations sur la Libye sur toutes les plateformes d'Euronews. Un grand merci à nos invités et à ceux qui nous regardent. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alex Cardier, journaliste pour TVP World, Jérôme Quéré, délégué général du think tank Confrontation Europe, et Majdoulin Sbaï, eurodéputé au sein du groupe Les Verts. Alors, les relations entre l'Union européenne et la Chine sont prises dans un cycle de mécontentement et la situation ne semble pas s'améliorer. Accès restreint au marché, déséquilibres commerciaux ou soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. À chacun son sujet de discorde favori. Voici le contexte dans lequel se tiendra le prochain sommet UE-Chine prévu la semaine prochaine à Pékin. À l'origine, le sommet devait durer 2 jours à Bruxelles. Il ne durera finalement qu'une journée à Pékin. Xi Jinping, le président chinois, a refusé de venir à Bruxelles et ne participera probablement pas non plus au sommet. Alors Majdoulin, je me tourne vers vous. Les Européens ne feraient-ils pas mieux de rester plutôt chez eux que de participer ou de voir cette farce embarrassante sous leurs yeux? Alors je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'ils doivent rester chez eux parce que le dialogue entre pays, entre continents, etc. reste quand même important. Ceci dit, on sait on a l'intuition et c'est documenté qu'il ne va pas se passer grand-chose. On a un gros problème avec la Chine. Ils sont, et je cite pour une fois Ursula von der Leyen, ils sont dans un chantage, dans une relation, ils recherchent une relation de dépendance c'est-à-dire de développer la dépendance de l'Union européenne. Et donc on a un vrai problème de coercition. Ils veulent finalement qu'on transforme nos politiques pour être au rendez-vous de ce qu'ils attendent. Et évidemment, le rendez-vous, c'est d'absorber les surcapacités de production chinoise subventionnées. Et nous ne sommes pas d'accord pour détruire notre économie au nom de notre dépendance dans un certain nombre de domaines. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour dépasser un peu ces années de frustration et de scepticisme entre Européens et Chinois, Alex? Eh bien, si j'avais la réponse, ce serait quand même beaucoup plus simple. Ça va être très très compliqué. Parce que c'est clair, premièrement, Xi Jinping ne viendra jamais à Bruxelles. Ça, c'est sûr et certain. Et ça vous montre un peu, déjà, c'est un symbole. Ça montre un peu la relation entre Pékin et l'Union européenne. On ne peut pas se permettre de ne pas y aller pour des raisons économiques, pour des raisons... déjà, les Allemands sont très clairs, il faut impérativement y aller. Et surtout qu'on peut maintenant moins se fier aux Américains pour nos échanges, pour nos économies, pour tout ça. Mon conseil serait de vraiment beaucoup plus travailler les relations avec Washington. C'est notre seul espoir, même maintenant. Oui. Et quand on parle de la Chine, il y a une opportunité entre Bruxelles et Washington d'être mieux alignés et donc de faire pression sur Pékin. Oui, enfin, les relations avec les États-Unis ne sont pas vraiment au beau fixe. Jérôme, vous pensez la même chose? Alors, dans les 2 cas, il faut que l'Union européenne s'affirme beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on se fait martyriser dans la cour de récré, si on se laisse faire, vraiment les autres en profitent davantage. Et lorsqu'on commence à se rebiffer un petit peu, les autres sont surpris et se disent que ça ne va pas durer. C'est un peu ça, dans cette situation qu'est l'Union européenne. On dit qu'elle sort de sa naïveté, c'est le début, et on est encore au milieu du chemin. Et donc il faut s'affirmer fort. Ça ne veut pas dire renverser la table, ça ne veut pas dire couper les ponts, au contraire, mais s'affirmer dans ses positions et avoir une position unique. Ça veut dire que bien sûr qu'on a des débats entre nous, on a des positions différentes, mais il faut qu'on essaye de montrer un front uni et commun vers l'extérieur. Et les débats, on les garde en interne. Et ça, c'est important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un pays, au hasard l'Allemagne, qui aille négocier seul avec la Chine, comme ça a été le cas dans les précédentes années. Il faut qu'on ait un front uni, parce que
L'intérêt des Européens, c'est avant tout le marché unique. C'est celui-ci qu'il faut défendre. C'est nos emplois. Et donc, il y a des choses très claires. Même sans accord avec la Chine, on peut déjà taxer les petits colis, par exemple. Parce que tout ce qu'on reçoit de Shein, de Temu, etc., c'est mauvais pour nos emplois, nos commerces. C'est aussi mauvais pour l'environnement. On a tout intérêt à se protéger sur tous ces secteurs. Accueillons maintenant Sacha Courcial, qui est expert de la Chine à l'Institut Jacques Delors. Nous avons voulu savoir pourquoi il est si difficile pour l'Europe et la Chine de parvenir à un accord véritablement significatif. Et voici ce qu'il nous a répondu. On l'écoute. The EU expects China to reduce its support for the Russian economy and for Xi Jinping to put pressure on Vladimir Putin. L'Union européenne attend de la Chine qu'elle réduise son soutien à l'économie russe et que Xi Jinping exerce une pression sur Vladimir Poutine pour parvenir à un accord de paix avec l'Ukraine. Elle souhaite également que la Chine limite ses exportations vers l'Europe, issues de sa surproduction, provoquée par la hausse des droits de douane américains. Lower its European tariff on EVs. La Chine, de son côté, espère que l'Europe abaissera ses tarifs douaniers sur les véhicules électriques et qu'elle ne conditionnera pas l'accès à ces marchés à des transferts de technologie. Pékin souhaite aussi un nouvel accord d'investissement avec l'Union européenne. Ces divergences rendent difficile l'aboutissement à un accord concret entre l'UE et la Chine sur les questions économiques et commerciales. Make it difficult for the EU and China to actually reach a substantive conclusion on economic and trade. Finalement, Jérôme, les points de friction les plus importants, on a l'accès au marché pour les entreprises européennes, les contrôles chinois sur les terres rares, les tarifs douaniers de l'Union européenne sur les véhicules électriques, la position de Pékin sur la guerre en Ukraine. C'est quoi exactement le vrai sujet de friction ? C'est l'accès au marché. C'est là d'ailleurs qu'est notre force, parce que la Chine peut plus difficilement écouler ses marchandises aux États-Unis. Donc il lui reste l'Union européenne. C'est pas dans le marché interne qu'elle va écouler toutes ses marchandises. Elle a besoin, j'allais dire et du marché américain et du marché européen, qui sont les deux les plus forts du monde. Donc nous, notre vrai atout, c'est pas uniquement le marché unique, c'est l'accès au marché unique. Et c'est là où on a été beaucoup trop naïf, et c'est là où il faut qu'on défende fermement nos positions, ce qu'on a fait sur l'accès à nos marchés publics par ailleurs. Et on a des relations transactionnelles avec la Chine, donc il faut lui expliquer tout simplement, maintenant c'est comme ça. Vous fermez l'accès des Européens à vos marchés publics, nous faisons pareil. Vous les rouvrez, nous rouvrons de manière réciproque. Si le sommet se termine sans avancée, ce serait la 5e année sans dialogue constructif. Est-ce qu'il faut considérer ces mauvaises relations entre l'UE et la Chine comme structurelles ? Pour moi, elles le sont. Dès le moment où il y a eu ce chantage qui a été mis en place, cette tentative de domination en stoppant de manière unilatérale l'exportation, plutôt en limitant l'exportation de terres rares, la Chine savait très bien qu'elle nous mettait dans une situation impossible, puisque 60% des terres rares sont extraites en Chine et 90% sont transformées en Chine. Donc on en a besoin pour plein de secteurs d'activité. Nous, ce qu'on demande à la Commission aujourd'hui, c'est une évaluation de l'impact secteur par secteur. Et on sait que si on se donne 10 ans, on pourrait créer une forme d'indépendance par rapport à la Chine. Ça nous enseigne qu'on doit créer cette indépendance par rapport à la Chine et aux États-Unis. Cette séquence nous montre notre vulnérabilité et qu'il faut aller vers un de-risking et faire en sorte qu'on ait une véritable autonomie stratégique, parce qu'on ne peut pas se passer de ces matériaux. On doit aussi faire de la sobriété sur l'usage de ces matériaux, du recyclage. Tout ça est prévu, prendra du temps, mais dès à présent, on doit refuser ce système qui vise à nous dominer et être vraiment dans la préparation de l'après. Être moins naïf vis-à-vis de la Chine, créer une véritable indépendance vis-à-vis de la Chine, c'est ce que j'ai compris que vous avez dit et que vous partagez sur ce plateau. C'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Retrouver tous nos reportages et analyses sur l'actualité sur le site et l'application Euronews. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, quel que soit le sujet, écrivez-nous à bruxellesjeTaime@euronews.com ou via les réseaux sociaux. Merci à nos 3 invités et merci à vous de nous suivre. À très bientôt.